Alors, Pierre-Marie, donc on a pas mal de sujets aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps, comme c'est la première émission qu'on fait tous les deux, Eh ben, parce que d'accord. toujours il y a toujours du monde et ce soir on est tous les deux. J'aimerais mieux connaître Pierre-Marie un petit peu, je vais te cuisiner un petit peu et Ah, comme ça toutes les personnes qui seront là sauront qui tu es. Cuisine-moi. Alors Pierre-Marie Salle, tu viens d'où Pierre-Marie Salle? Alors moi, je suis né dans un petit village de Corrèze. Ouais, La Corrèze, c'est le Bas-Limousin, c'est le sud du Limousin. Et je suis né entre Tulle et Uzerche. ouais, Voilà. Alors, je suis né dans ce village. J'étais à l'école primaire dans ce village. Et puis à l'époque, c'était l'époque de la méritocratie républicaine et de l'ascension sociale. Donc les deux premiers du CM2 de notre école de village, on nous envoyait interne au lycée du chef-lieu. Ce qui fait que je suis parti à 10 ans interne au lycée de Tulle. Voilà. Alors Tulle, c'est attends, interne, ça veut dire que c'est une que école. j'y ai passé la semaine. Ah, C'est comme ouais. en prison. Tu dors le soir et tu bouffes et voilà. D'accord, Et Tulle, c'est alors autant la Corrèze c'est très beau, ouais, notamment en automne parce que c'est vert, c'est le versant arrosé du Massif central. ouais, Donc il pleut beaucoup, mais il fait aussi beaucoup beau. Et donc c'est très vert. Et donc en automne, il y a tous les dégradés de marron, d'ocre, de jaune, de vert, etc. C'est très beau. Alors Tulle, en revanche, c'était une ville ouvrière dans le temps. Maintenant, il n'y a plus une usine. Mais c'était une ville ouvrière qui était sur la Corrèze, ouais. puisque on se servait de l'eau pour trouver de l'énergie. Tu Et- te serves de l'eau pour trouver de l'énergie, Ah bah comment oui, ça? bah, on mettait des moulins. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, il y a eu une usine d'armement qui date de Louis XIV, qui s'appelait la Manufacture d'armes de Tulle, la MAT. Ouais, Alors, les vieux messieurs qui ont fait leur service militaire il y a longtemps, ou si j'ose dire, ceux qui ont fait les guerres d'Algérie, se souviennent du MAT 52. MAT 52, c'était un pistolet mitrailleur, une mitraillette. ouais, Et MAT, ça voulait dire Manufacture d'armes de Tulle. Voilà. d'accord. Et alors, c'est une ville encaissée, et en fait, on vit un peu sur les collines. Et c'est un peu comme Rome, mais c'est quand même moins agréable. Et alors Tulle, comme il y a la rivière qui passe, que c'est au fond, il y a des brumes et tout, c'est pas une ville très agréable, bien qu'elle soit attachante. Mais moi, je suis né sur le plateau. Je suis né en haut. Et donc, sur le plateau, l'air est pur, il fait beau. Alors, juste une petite seconde. Salut Arnold, tu restes en ligne s'il te plaît. Je suis en train de cuisiner Pierre-Marie Salle pour mieux le connaître et on continuera l'émission tout à l'heure, d'accord? Allô? Ok. D'accord. Ok, ben en même temps, comme ça, tu nous écoutes et tu sauras exactement qui est Pierre-Marie Salle. Donc, on a appris qu'il était en Corrèze, de Tulle, À côté, à côté, voilà, et en haut de Tulle. en haut de Tulle, voilà. Donc, D'accord, pas très loin du pays de Jacques Chirac. Alors. donc, c'est Ah, que dit-il, là, ce jeune homme? le pays de Jacques Chirac qui parle. Alors non, parce que la Corrèze à l'époque, maintenant il n'y a plus que 2 députés, mais il y a 3 Corrèzes. Il y a la Corrèze du sud-ouest, et en fait c'est Pays de Brive. Et c'est déjà le bassin aquitain. Ouais. Alors, d'un point de vue géologique, c'est encore le Massif central, c'est pour ça que c'est la Corrèze. Mais d'un point de vue paysage, on est déjà en bas, c'est plat, et D'accord. on va vers Périgueux, Bordeaux, quoi, tu vois. Alors, ça, c'est la Corrèze du Sud. C'est le Pays de Brive. Après, il y a la Corrèze du Nord-Est. Attends, laisse tomber les Corrèzes pour le moment, c'est toi qu'on va parler, pas de la Corrèze. Non, mais c'est pour dire que c'est pas le Pays de Chirac. Le Pays D'accord. de Chirac, il est né dans la Corrèze de Brive, et il était élu, ce qu'on appelait la Chiraquie, c'était la Corrèze du Nord, qui est en fait le Massif central, c'est déjà l'Auvergne. Et D'accord. c'est pas du tout les mêmes paysages. C'est un département qui a 3 types de paysages très différents. D'accord. L'Auvergne en haut, le plateau au milieu et l'Aquitaine en bas. Voilà. D'accord. Ok, bon, comme ça, on en sait un peu plus. Tu étais en internat, jusqu'à quel âge tu es resté là-bas? Alors je suis resté jusqu'au bac. Ouais. J'ai passé 7 ans. Et alors, de même, quand on était en terminale, c'est toujours la méritocratie républicaine, parce que je suis un vieux monsieur. Et donc, les deux... C'est quoi ce que tu appelles la méritocratie? C'est-à-dire qu'il y avait de la sélection. C'est bien Quel ça. que soit ton milieu social, tu pouvais arriver à l'excellence par l'école publique. C'est bien ou c'est pas bien? Ben, c'était magnifique. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est un truc que la gauche a encore salopé avec de faux bons sentiments. Et maintenant, si tu prends les très grandes écoles polytechniques, il y a moins de brassage social qu'il y a 50 ans.
À cause de ça. Parce que maintenant, la qualité de l'école publique, elle est fonction du prix du mètre carré dans le coin. Ouais. Et il n'y a pas ce côté... à l'époque, partout en France, dans les lycées, il y avait des classes d'excellence. Moi, j'ai eu la chance d'être là-dedans. Et les 2 premiers de terminale, on nous envoyait dans un grand lycée parisien. Moi, on m'a envoyé en maths sup au lycée Saint-Louis. Et premier contrôle de maths, j'étais premier. Premier contrôle physique, j'étais 6e. Ça veut dire que à Tulle, les meilleurs avaient un niveau national. D'accord. Et ça, c'est plus vrai du tout maintenant. Même entre Clichy et la Rassie, il y a une différence. Oui, pourtant, c'est 2 villes qui se touchent. Hein. Oui, mais voilà, il y a un problème de niveau moyen de l'école, il y a un problème de programme fait par les Donc, profs. à l'époque, c'était la méritocratie, quoi. Donc, attends, déjà, bonsoir, Ilhan Louchkan. Il y avait l'ascenseur social. Regarde le président Pompidou. Son grand-père était paysan, son père était prof, et lui, il a fait l'école normale supérieure, il était conseiller d'État, etc. Voilà. C'est vrai En 2 générations, tu pouvais passer du plus humble au plus haut niveau social. Alors maintenant, je trouve qu'une des caractéristiques, après 40 ans de socialisme en France, c'est que les classes sociales se sont rigidifiées. C'est très rare de voir des gens changer de classe sociale maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand je disais combien de temps tu es resté là-bas, tu es venu à Paris pour quelle raison? Je suis venu quand on m'a envoyé en maths sup. Ah, donc c'est l'école Ouais, c'est donc... pas venir à l'école, je connaissais pas Paris, j'étais jamais venu. Et ça se fait quoi là quand tu venais à Paris, raconte? Alors, j'avais 17 ans, et donc ça m'impressionnait moins, parce que j'étais déjà un peu grand. La grande ville, pour moi, c'était Limoges. Ah, d'accord. Parce que quand j'étais enfant, on allait à Limoges, il y avait des grandes avenues, il y avait les nouvelles galeries. J'ai même vu le Père Noël descendre en hélicoptère sur la nouvelle galerie, ce qui fait que quand mes ça copains... t'a marqué? Mes copains me disaient, mais arrête de dire des conneries, le Père Noël, c'est les parents. Mais je dis, c'est pas vrai, je l'ai vu. Comme quoi on peut être méritant et ne croire au Père Noël à ton âge. Alors, j'étais quand même un tout petit peu plus jeune. Ouais. Et Limoges, donc, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Et bon, à Paris, je suis arrivé... en plus, j'étais interne, à nouveau interne. Tu te rappelles de l'année ou pas? Oui, 69. 69. Quelle année? En septembre 69, je suis arrivé à Paris. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré, à la lingerie d'ailleurs, parce qu'on amenait les parents nous accompagnaient et amenaient le linge à la lingerie, parce qu'ils nous lavaient le linge et ils nous donnaient des chemises et tout, tu vois. D'accord. Et à la lingerie, il y avait un type assis dans un coin, et que j'ai vu pour la première fois. Et il était syrien. Ouais. Il venait aussi en maths sup. Et ça a été mon meilleur ami jusqu'à sa mort en 2017. Ah, c'est de lui que tu me parles à chaque fois, ton meilleur ami syrien? On est resté amis, on n'est jamais resté plus de 15 jours sans se voir. Attends, il y avait des Syriens déjà à l'époque ici? Alors, dans les grands lycées parisiens, il y avait à l'époque tous les jeunes brillants des enseignements de type français. Ouais. C'est-à-dire les anciennes colonies ou protectorats. D'accord. Donc il y avait des Libanais, il y avait des Syriens, il y avait des Turcs. Ah ouais. Il y avait beaucoup de Maghrébins, des Tunisiens et des Marocains. Pas d'Algériens, 0 Algériens. Ouais. Il devait y avoir déjà des soucis. Il y avait des Vietnamiens, qui étaient d'ailleurs les Vietnamiens, et les Malgaches étaient bons en maths. Il y avait des Français aussi. Alors moi j'étais dans un lycée, ce qui était le lycée qui recevait les étrangers. D'accord. Et il y avait des Français internes. Vu que tu venais de la Corrèze, c'était quand même l'étranger pour Paris. Absolument. Et alors en plus, les Français de souche interne, ils étaient de la banlieue parisienne pour la plupart, et ils rentraient chez eux le week-end. D'accord. Mais moi j'étais à 500 km, je rentrais aux grandes vacances. Et donc le week-end, je restais avec qui? Avec les étrangers. C'est comme ça que je suis devenu très copain avec eux. D'accord, c'est bien ça. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai appris des obscénités en turc et en arabe. Bon, vaut mieux les garder dans ce cas. C'est pas le but de l'émission. On va garder les obscénités. Alors, Pierre-Marie, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles ont été tes études, jusqu'où tu as été? Alors, j'ai fait, j'étais en prépa. Après, j'ai fait l'ENSAE, l'école des administrateurs de l'INSEE. Ouais. Qui est une école d'application de l'école polytechnique et où on fait beaucoup de maths et un peu d'économie, je m'y suis bien plu. Et à l'époque, c'était l'école que faisaient les polytechniciens communistes. C'était un peu l'école du Gosplan. Ça m'avait lu quelques années plus tard, je te raconterai peut-être tout à l'heure. Et avec les services secrets français. Ah bon? Et oui. Et j'ai fait Sciences Po. Et j'ai fait
de DEA d'économie. Voilà. D'accord. Et Alors ce que je ne dis pas ouais. aux militants de droite ou d'extrême droite français, c'est que notamment j'en ai fait un avec le frère de Strauss-Kahn, Marc Strauss-Kahn, Ouais. on était très amis, et le thème c'était notion de travail productif et de productivité chez Marx. Voilà. Quelle mémoire. Donc je suis un bon connaisseur de Marx. D'accord. Et c'est quoi qui t'a poussé dans la politique? Parce que tu as fait quand même Sciences Po. Qu'est-ce qui motive une personne qui vient de sa Corrèze à s'intéresser à la politique Alors moi je me suis toujours beaucoup... Est-ce que quelqu'un de ta famille était dans la politique déjà? Mon père avait été élu local en Corrèze, mais c'était vraiment local. Mais j'ai toujours été passionné par les idées politiques. Et notamment parce que j'étais économiste. Ouais. Et j'avais des idées. D'ailleurs, avec le recul, je suis assez content de moi, parce que, enfin, content de moi et pas content de la France, parce que je me suis pas trompé beaucoup, mais nos dirigeants, eux, ils se sont trompés beaucoup. Ouais. Et je me souviens notamment en 81, j'étais très ami avec quelqu'un qui a fait une brillante carrière après, puis ça a été le PDG de Capgemini. Ouais. Et à l'époque, il était socialiste, lui, et il était proche d'Attali, et il s'occupait donc du programme commun. D'accord. Et je lui avais dit, mais votre programme, il est inapplicable. C'est de la folie furieuse. Soit vous l'appliquerez pas et vous êtes des menteurs, soit vous l'appliquerez et vous n'allez pas tenir longtemps avant que tous les clignotants explosent. Il m'a dit, mais t'es un intellectuel, de toute façon, c'est pas fait pour l'applique, on l'appliquera pas. Mais je lui ai dit, politiquement, vous allez être obligé de l'appliquer. Ouais. Parce que quand tu es élu, surtout après une longue parenthèse où on est éloigné du pouvoir, tu es un peu obligé d'essayer de mettre en place ce que tu as promis, si tu veux pas passer pour un va de la gueule. Et c'est ce qu'ils ont fait en 81. Et depuis 81, alors après j'ai appris aujourd'hui que Madame Aubry quittait la mairie de Lille. C'est vrai. Et il y a eu... Après 20 ans. Alors le 81 et la Madone des 35 heures et 2000. Et ces deux choses-là, ça a flingué la France, elle s'en est pas remise. Dans les années 70, il y avait un futurologue américain qui était extrêmement célèbre, qui s'appelait Herman Kahn, à l'époque de Pompidou. Hein. Et il disait, la France, c'est le Japon de l'Europe. En l'an 2000, elle aura un niveau de vie très supérieur aux États-Unis. Et si on avait poussé les trends, il avait raison. Malheureusement, tu as vu qu'entre 2000 et 2025, les États-Unis ont gagné 50% de pouvoir d'achat par rapport à l'Europe. Hein, je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on était au même niveau en 2000, et ils sont 2 fois plus riches que nous maintenant. Et Pierre-Marie, moi ce que je voulais savoir, c'est que, bon, tu étais sur Paris. Après, je suis toujours resté à Paris. Alors, comment tu es venu au Rincy? Alors, comment je suis venu au Rincy? C'est parce que je ne suis pas un macho. Ouais. Et j'avais rencontré la mère de mes enfants au sport d'hiver. Ouais. Attends, au sport d'hiver. Au G, oui. D'accord. Bon, je l'ai revu après. Et ses parents habitaient Villemomble. D'accord. Et nous, quand on s'est mariés, on a habité Paris au début. Enfin, j'étais locataire. Et en fait, c'est le problème. Tu sais que c'était un peu ma spécialité à l'ENSAE. Je suis passionné par la démographie. Parce que c'est une science à la fois la plus importante, qui est très prévisible, très puissante, et qui est très utilisable. Et il n'y a rien qui fait plus baisser le niveau de vie des gens que d'avoir des enfants. Ah bon? Bah oui, parce que si t'as pas d'enfant, t'es un jeune couple à Paris, t'habites dans Paris, tu sors, tu vas au théâtre, à l'opéra et tout. Dès que t'as des enfants... C'est pour ça que les hommes riches prennent, enfin les personnes qui sont aisées n'ont pas beaucoup d'enfants, les gens qui sont pauvres ont plus d'enfants. Non, c'est pas une question de riche ou de pauvre, c'est une question, à mon avis, d'éthique, de civilisation. Et à mon avis, les gens croyants ont des enfants, et les gens athées et nihilistes n'en ont pas parce qu'ils pensent qu'à leur nombril et qu'ils pensent... Avoir des enfants, c'est penser à l'avenir. Ouais. Et Macron et Merkel, ils n'ont pas d'enfants, ils m'ont toujours beaucoup inquiété. Et malheureusement, l'histoire me donne raison. Et donc, alors quand tu as des enfants, tu es obligé de voir plus grand, et tu vois plus grand. En plus, tu as envie d'acheter parce que moi j'étais dans une banque publique, ils me prêtaient de l'argent pas cher, mais pas beaucoup. Donc on a cherché à acheter en banlieue. Et la mère de mes enfants, elle a cherché auprès de ses parents. Et ses parents habitaient Villemomble. Et donc, on a trouvé un premier appartement qu'on a acheté à Gagny. Ouais. Voilà. Donc, Gagny, c'est à côté de Rincy. Oui, c'est à côté du Rincy.
Et tu t'es lancé directement, parce que là, je vais venir petit à petit, j'accélère un petit peu pour aller dans la politique, mais Ah, t'as fait quoi quand pas du quand tout. t'es arrivé à Gagny? T'étais dans quoi exactement? Alors quand j'étais à Gagny, j'ai fait toute ma carrière au même endroit, moi, hein. Ah ouais, Je suis un diplodocus, j'ai jamais rempli de CV. J'avais passé un concours. En fait, après Sciences Po, je voulais continuer, je voulais passer un doctorat d'économie du supérieur. Et mon père m'avait dit, tu commences à être vieux, t'as pas fait ton service militaire, t'es marié, tu vas avoir un gosse. Ça m'arrangerait si tu cherchais du boulot. ouais, Alors, je suis allé à Sciences Po d'ailleurs et je leur ai demandé où est-ce que je pouvais trouver. Et ils m'ont dit, il y a l'inspection des banques. Et le premier concours d'inspection des banques qui se présentait, c'est la Caisse nationale des marchés de l'État. Alors je l'ai passé, j'ai été reçu premier, et voilà. Et donc j'ai passé 45 ans dans la banque publique, c'est-à-dire la banque qui appartient à l'État et qui est là pour, comment dire, pour mettre de la vaseline dans les rouages. Voilà. d'accord. C'est-à-dire pour faire ce que les banques veulent pas faire. Les financements dont l'État a besoin et que les banques ne veulent pas faire, ben, il y avait cette banque-là. Et paradoxalement, on arrivait à gagner de l'argent avec ça, ce qui prouve que les banques sont très frileuses. Ouais. Mais c'est parce que c'est des fonctionnaires. Enfin, Mais t'es pas rentré dans la mairie de Gagny? Ah non, pas du tout. Moi, je travaillais à Paris. D'accord. J'ai Mais travaillé rue du 4 septembre. comment t'as fait pour rentrer dans la politique Non, alors moi j'ai à eu. Gagny, enfin au Rincy, non, pardon. non, moi j'ai eu. Alors je vais tout te dire. Vas-y, dis-moi tout, vas-y. Je vais trahir mes secrets. J'ai eu 4 enfants. J'avais un boulot très prenant, puisque à l'époque j'étais directeur des études et du développement de ce qu'on appelait à l'époque le CEPME. Je faisais la caisse tous les jours, la comptabilité et la TVA de la pharmacie de la mère de mes enfants. D'accord. Donc et je m'occupais de mes enfants, donc c'est relativement prenant. Pendant assez longtemps, je me suis occupé de ça, tout en, tu sais, ayant des idées, et le mec de café du comptoir qui sait ce qu'il faudrait faire. Et Bien sûr, malheureusement, personne ne lui demande. c'est vrai. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie C'est bien ça. j'ai envie de m'investir. Et en plus, Chirac, à l'époque, avec Chirac, je considère que j'ai cocu en lettres d'or, là, parce que j'ai beaucoup cru en lui. Ah bon? J'ai beaucoup cru en lui. Et en fait, il m'a beaucoup déçu. Mais à l'époque, il m'avait pas encore déçu. Et ça devait être en 92, tu vois, 93. À l'époque, il avait quand même le vent en poupe, puisqu'il venait de gagner les élections législatives. C'était un ancien Premier ministre 2 fois, etc. Et il était corrézien, Ouais. contrairement à Hollande. Lui, c'est un vrai corrézien de père et de mère. Et donc, j'étais allé au Rincy. Et à l'époque, on habitait au Rincy, puisque ma femme avait une pharmacie au Rincy. Et on avait quitté Gagny pour habiter le Rincy. D'accord. Et donc, je vois le responsable local du RPR à l'époque, qui était un vieux monsieur qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il était charmant, mais il avait peur. À l'époque, j'étais président d'une association de parents d'élèves, parce que je m'occupais pour mes Bien enfants, sûr. etc. Et l'association de parents d'élèves, tu as une angoisse lancinante. Tu te demandes, mes enfants grandissent, ils vont pas rester dans cette école, qui c'est qui va me remplacer? D'accord. Parce qu'une association de parents d'élèves, à part la FCPE qui est consubstantielle à l'école, mais les autres, elles ne marchent que s'il y a des parents qui s'investissent. Bien sûr. Et donc, tu passes ton temps à chercher le successeur. Et madame, ça vous intéresserait pas, ça prend pas trop de temps, etc. Ouais. Tu passes ton temps à draguer les gens comme ça. Alors que quand tu es en politique, si tu as un petit début de commencement de pouvoir, tu mets les sacs de sable, tu sors la mitrailleuse lourde et tu dis qui c'est celui-là, là, il viendrait pas pour me piquer ma place. C'est sérieux? Non, oui, c'est comme ça que ça marche. Et alors, donc le mec, j'allais le voir, alors il voyait le mec, le banquier, sa femme pharmacienne, tout ça. Il s'est dit, bon, alors, je lui disais, je voudrais militer, comme ça, puisqu'il tractait, je lui Bien dis ça. sûr. Il me dit, oui, d'accord, je vous appelle, etc. Bon. Et puis, si vous pouviez payer, en revanche, je donnais un peu d'argent, ça intéresserait. Alors, ils m'ont rappelé et tout, et puis j'ai dit, écoutez, je vous ai dit, moi, je veux militer, moi, je veux bien vous donner de l'argent, mais je voudrais militer. Et j'y arrivais pas. Alors, j'ai fait un petit passe-droit. Ma mère, qui était médecin et qui était inspecteur de santé, était une proche de Chirac. Ouais. Parce qu'elle avait été inspecteur de santé en Corrèze et elle avait été après. Et j'ai dit à ma mère, c'est incroyable, mais je voudrais militer au RPR, j'y arrive pas. Et ma mère m'a dit, pas de problème, j'en parle à Chirac. Et le jour même, parce que Chirac, il était comme ça, le jour même, il prend son truc devant ma mère, il fait une lettre à Éric Raoult, Ouais. pour lui dire, Pierre Marissal, etc. Dans la demi-heure, j'étais convoqué par Éric Raoult. Comme quoi, Ça a été le début. ça marche. Et alors, bon, moi je l'ai dit, je voulais juste militer et tout. Et puis en fait, il a été
on a fait quand même la campagne de Chirac, et c'était pas du côté des ambitieux, parce que tous les ambitieux, ils étaient avec Balladur à l'époque. Ouais. Et Chirac a été élu. Moi d'ailleurs, paradoxalement, pour parler de ça m'a nuit professionnellement, mais et Éric Raoult a été élu maire du Raincy. Et bizarrement, ça a fait d'ailleurs des jaloux, parce qu'il m'a proposé d'être adjoint aux finances, il m'a proposé de prendre la tête du RPR, ce qui prouve que le vieux monsieur qui voulait pas de moi, il avait bien raison. Et alors les gens disaient que c'est celui-là qui arrive, on le connaît pas et tout. Et donc très vite, il m'a donné des responsabilités. Ouais. Alors il m'a donné des responsabilités pour mon malheur, Ah bon? parce que c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant. Il fallait toujours en faire plus. Et donc, quelque part, j'ai un peu sacrifié probablement ma vie conjugale, ma vie professionnelle, etc. Et c'était quelqu'un qui était exigeant, mais que, honnêtement, il avait des grosses qualités, il avait des gros défauts. Il rendait pas beaucoup l'ascenseur. Il aimait s'occuper surtout de ses ennemis, ce qui est un grave défaut. Les gens courageux, on les reconnaît au fait qu'ils aident leurs amis. Et la plupart des gens, et notamment les lâches, ils aident d'abord leurs ennemis. Tu regarderas autour de toi. Bon. Ah bah écoutez, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu moi, les élections, j'ai pas fait grand-chose. Mais toi, tu as une tête à aider tes amis. Hein. Bon, en tout cas, moi, je me suis toujours dit ça. Et il faut toujours s'occuper des gens dont c'est le devoir. Tu vois, moi, j'ai un fils malade, je m'en occupe, etc. Moi, je fais pas comme Bernard Kouchner, je vais pas porter des sacs de riz en Extrême-Orient pendant que mon fils se fait enculer par son beau-père, tu vois. Je veux dire, il faut... Non, on s'occupe de son devoir, et si on a encore un peu de temps, on peut s'occuper des autres. Il y a beaucoup de gens qui, pour pas s'occuper de leurs devoirs, des choses qui sont... Ils vont faire semblant de s'occuper. Est-ce que quand tu étais avec Éric Raoult, à l'époque, les élections arrivent, est-ce que tu as pensé lui dire, écoute, dégage, laisse-moi ta place? Ah non. Non, t'as pas pensé à devenir non, maire, parce que la politique, c'est un truc... comment dire il y a des places occupées, tu le vois bien d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu occupes des places, tu es vu, tu es écouté, la presse te parle, tu es connu, et ça t'aide, tu l'as bien vu. Regarde, des types comme Philippot, comme Asselineau, qui pour moi sont parmi ceux qui ont le plus raison. Ouais. Tout ce qu'ils disent, on le voit notamment sur le grève, ils dépassent pas 1%. Personne, à part les intellectuels comme moi, personne ne les voit. Alors en revanche, Le Point, Marianne, Libération, L'Express, je les ai lus aujourd'hui, ils disent tous la même chose. C'est ça. Ils appartiennent à des milliardaires qui sont copains. Les revues de gauche, Le Monde, Libération, ça appartient à des milliardaires, et ça veut dire quelque chose, parce qu'ils défendent pas le peuple. Hein. Bien sûr. Ils défendent le sociétal dégoulinant, mais ils défendent aussi le grand capital, y compris dans la problématique de l'immigration. Donc Éric Raoult, il faut savoir qu'à l'époque, il était ministre. Ouais. Il était ministre de la ville, de plein exercice de Chirac. Quand il nous convoquait au ministère des Affaires sociales, là-bas, il nous faisait manger sur sa terrasse, tout en haut. Il était député, il était maire. Il était cumulard, quoi. Oui, mais attends, moi j'aurais dit, file-moi ta place, je tenais 10 minutes. Hein. Bon. Alors après, tu vois, ça t'intéresse ou pas ce que tu fais, c'est tout. Voilà. Et en plus, il était très, très... Tous ces gens-là, et c'est d'ailleurs un défaut, ils veulent pas. Alors lui, il avait quand même l'intelligence de s'entourer, dis-je prétentieusement, de gens intelligents. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a, ils manquent tellement de confiance en eux qu'ils sont petits, ils prennent des gens encore plus petits. Ouais. Mais en revanche, il était très attentif à ce qu'on ne prenne pas trop de place. Hein. Et qu'est-ce qui t'a poussé à postuler pour être député? Non, mais ça, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés quand même. Oui, alors je fais un bond parce que le temps passe vite. Non, alors c'est complètement autre chose, mais je te raconte tout ça. Alors moi j'étais adjoint d'Éric Raoult, donc essentiellement pendant 19 ans j'ai eu les finances et j'ai eu beaucoup l'urbanisme aussi. C'est les deux postes sur lesquels j'ai le plus suivi. Et en 2014 il était déjà malade, et notamment au niveau de sa tête. Enfin, il avait quelquefois des attitudes un peu bizarres. Ouais. C'est comme ça qu'il a perdu, parce qu'il n'aurait pas dû perdre. Et donc, il a perdu les élections, et nous avec. Et donc, il y a eu un nouveau maire, et par nature, au début, comme il était contre nous, on était dans l'opposition. Voilà. Bien sûr, forcément. Et en 2020, j'ai eu l'investiture des Républicains. Bon, Éric Raoult était paralysé à l'époque. Et normalement, donc, alors, investiture que j'ai eue, la seule ville, au comité départemental où on a voté à bulletin secret, c'est Laurency. Et j'ai eu 82% des voix. Ouais. Donc, parce qu'il y avait d'autres candidats qui ont fait d'autres listes. Et alors, le problème, c'est que le patron des LR en Seine-Saint-Denis, c'était Béchiza.
que Béchiza avait une haine C'est recuite. pas le maire d'Aulnay? Si, il a une haine recuite pour Éric Raoult, et moi, je devais être considéré comme Faisant partie de son équipe. faisant partie, en plus un vieux un peu notable, donc pas préférer les petits jeunes qui pouvaient manipuler. Donc il a fomenté une liste contre moi. Ouais. Et puis il y a une liste macroniste, et puis voilà. Et donc finalement on a perdu. Et le maire sortant a été réélu. Et alors moi j'étais quand même, j'avais trouvé que les responsables LR, qui avaient un candidat LR, le minimum, et ça je dois reconnaître que Philippe Dallier, qui est président des LR et maire de Pavillon, a été très correct, mais c'est un mec très droit, contrairement à l'autre, qui est tout en zigzag. Et il m'a dit... J'ai rencontré avec Ali. Ouais. Mais On était là d'ailleurs. Ouais. Mais vendredi dernier, je suis allé à la réunion là, Ah oui, c'est vrai. France-Algérie, pour parler si tu veux. Et donc, je m'étais dit, bon, les LR... Alors en plus, après la mère Pécresse, il faut quand même savoir que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, pourtant Valérie Pécresse, elle a une qualité, elle est mariée avec un Corrézien, mais enfin bon, à part ça. Alors... ils sont partis en 2018 quand Wauquiez a été élu président des LR, en se bouchant l'air, en disant c'est un programme fasciste, c'est l'extrême droite, on n'aime pas de ça. Donc elle a créé Libre, lui il a créé je sais pas quoi son mouvement dans le Nord et tout. Et après ces braves gens, ils sont candidats à la candidature à la présidentielle et ils font un programme à la droite du programme de Wauquiez. Alors moi j'ai pas confiance, je peux pas y croire. Bien sûr. Donc j'ai dit c'est des charlots, des branleurs, c'est des gens de l'UMPS, oui, voilà. Donc ils vont rien faire. Et à ce moment-là, il y avait un type que j'écoutais de façon intéressante à la télé, je crois que c'était le vendredi soir, je rentrais un peu vite pour l'écouter, c'était Zemmour. Ouais. Je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il disait. Et en plus j'étais représentant en Seine-Saint-Denis d'un mouvement qui était à l'époque une partie un courant des LR qui venait de l'ancien sens commun, c'est-à-dire l'organisme contre le mariage pour tous. Ouais. Et donc j'en étais patron pour la Seine-Saint-Denis. Ça s'appelait le Mouvement Conservateur. Et la patronne, c'était Laurence Trochu, avec qui j'étais ami. Et elle m'appelle un jour, je me souviens, j'étais encore en activité, j'étais à Deauville à un congrès. Et elle me dit, voilà, pour les prochaines élections, je crois que je vais aller avec Zemmour, est-ce que ça t'intéresserait de venir avec nous? Et puis, et alors, moi je me suis dit, à l'époque, j'y ai cru. Je me suis dit, ce type-là, après tout, comme les autres, ils font rien. Parce que si, c'est pas la peine de voter à droite, c'est pour faire une politique de gauche, comme on a depuis 20 ans. Bon. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas l'essayer? Et donc, je suis allé au... Mais tu t'épousais pas complètement ses idées, mais c'était celui qui était le plus fiable pour toi. Non, je pensais que c'était entre guillemets, celui qui donnait l'impression qui ferait le plus ce qu'il disait. D'accord. Trump, voilà. Okay. Et donc, je suis allé à Villepinte, je crois, son premier discours. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon discours et tout. Et donc, j'ai dit pourquoi pas. Alors, comme j'ai aidé un peu les gens qui étaient avec lui, je prêtais notamment mon local. Il y a toujours des braves gens et des amis qui sont pour dénoncer. J'ai été dénoncé et donc les LR m'ont exclu. J'étais aussi représentant d'Oser la France de Julien Aubert, ils m'ont exclu. J'ai dit ok, on va rester avec Zemmour. Et ils m'ont demandé d'être candidat aux législatives, et j'ai dit pourquoi pas, parce que je savais bien que je serais pas élu, hein. Mais c'était pour qu'il fasse des voix. Et d'ailleurs j'ai eu chaud parce que j'ai mis quand même pas mal d'argent et je suis le seul qui a fait plus de 5% et qui donc été remboursé en Seine-Saint-Denis. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que dans des élections, les gens ils votent pour le parti, pas pour des gens. Ça j'ai remarqué. Et donc tous les gens, par exemple dans Seine-Saint-Denis de Reconquête, ils ont fait entre 4 et 5, même moins de 5. Et moi, si j'ai fait plus de 5, c'est parce que je t'ai connu au Rincy, quoi. Rincy, j'ai fait voilà. Et donc après ça, donc il y a deux choses qui m'ont déplu.
Alors, je ferai un petit aparté après. Il y a deux choses qui m'ont déplu. D'abord sur la guerre en Ukraine, qui a probablement d'ailleurs le moment de son inflexion. Parce qu'au moment de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si tu te souviens, dans les sondages, il était légèrement au-dessus de Marine Le Pen. Et puis là, la guerre en Ukraine, il a dit non, il n'est pas question qu'on les accepte chez nous, les Ukrainiens et tout. Alors ça m'a un peu choqué. Ça m'avait déjà choqué aussi. Le jeune qui avait sauvé une petite fille en grimpant. Ouais. Il avait dit non, on ne le régularise pas. Je dis, attends, il faut avoir des principes et puis après on a du cœur aussi. Il y a la divergence qui s'implantait quoi. Et donc ça me choquait un peu. Et puis alors là je vais peut-être pas me faire des amis, mais après le 11 septembre, j'ai trouvé que le gouvernement Netanyahou avait une attitude, j'allais dire, contre l'intérêt d'Israël, d'ailleurs, avec ce qu'ils ont fait à Gaza. Et quand Zemmour a dit qu'ils étaient à la pointe de la civilisation occidentale, alors ça, j'ai dit non. Si c'est ça, la civilisation occidentale, moi, je suis pas pour la civilisation occidentale. Donc, je me suis mis un peu en retrait. Ouais. Mais, à l'époque, je voulais... je trouve que les souverainistes devraient être représentés à toutes les élections, ne serait-ce que pour qu'on parle de nous, etc. T'entends, Arnold ? Et donc j'ai décidé, enfin j'en avais discuté d'ailleurs avec les cadres de Reconquête, avec Pelletier et B, et j'avais dit vous devriez présenter des candidats au sénatorial, ça permet d'aller voir tous les conseils municipaux, de se faire connaître et de défendre nos idées. Oh bon, on va voir, et non, bon. Et alors il y avait eu des petites magouilles en Seine-Saint-Denis entre Reconquête et des gens de LR, enfin je veux pas citer de nom là en public. Et donc, ils m'ont interdit de me présenter. Et alors, j'ai reçu un courrier non signé. Parce que tu t'es présenté pour eux pour être député, mais pour être sénateur, ils n'ont pas voulu de toi. Alors, ils m'ont envoyé, j'avais dit, j'avais demandé, est-ce que je me présente? Ils m'ont envoyé, au lieu de me dire, on va voir. Bon. Alors, j'ai reçu un courrier, non signé, le comité exécutif, mais signé de personne et pas de référence, m'interdisant de me présenter. Alors, j'ai appelé le responsable. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai été gaulliste pendant 45 ans, mais j'ai jamais été godillot. Je reçois cette lettre, et ben écoute, je vais à la préfecture aujourd'hui déposer ma candidature. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des souverainistes de grande qualité pour présenter la liste avec moi. Et alors, je vais tout dire, hein, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, ici ça me fera beaucoup de mal, mais j'ai eu une petite joie mauvaise, ce qui n'est pas bien pour un catholique, j'avoue, mais enfin, j'ai eu une petite joie mauvaise. C'est-à-dire ? Parce que j'ai fait un nombre de voix qui n'était pas ridicule, et en tout cas qui a été très suffisant pour empêcher l'adjointe de Béchiza d'être élue sénatrice. Il revient, lui. Et alors, d'ailleurs, j'ai fait élire un sénateur communautaire, puisque voilà, le sénateur a été élu parce que, comment dire, il y a eu beaucoup moins de voix entre lui et Séverine Maroun que j'ai fait de voix. Donc c'est bien, si j'avais pas été candidat, elle aurait été élue. Bien sûr. Et donc, un méfait n'est jamais perdu. Voilà. Alors c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, parce qu'elle m'avait insulté. Elle m'avait insulté à la préfecture en me disant vous devriez avoir honte. Alors je lui avais dit d'abord bonjour madame, et ensuite honte de quoi? Des torchons que vous m'obligez à lire. Alors je dis d'abord c'est pas des torchons, c'est des tracts et j'ai passé beaucoup de temps à les rédiger. Ensuite vous n'êtes pas obligé de les lire. Et enfin vous me ferez pas culpabiliser, parce que alors que j'avais l'investiture de votre parti, c'est le responsable du parti qui m'a fait battre. Donc vous attendez pas à ce que je vous fasse des cadeaux. Au revoir madame. Bien fait. Alors depuis il paraît qu'à chaque réunion des LR on parle de moi. Hein. Je suis connu. C'est pour ça que tu dois les oreilles. Bravo. Alors, dis-moi, on va dernière question et après on attaque l'émission. La mairie du Raincy, est-ce que ça te tente? Oui. Alors, je vais dire prétentieusement, j'ai été adjoint 19 ans, j'ai été adjoint donc essentiellement aux finances, puisque j'étais presque tout le temps adjoint aux finances. J'ai été aussi longtemps adjoint à l'urbanisme, mais j'ai été aussi adjoint aux travaux, adjoint au commerce, c'est peut-être pas là que j'ai brillé le plus, adjoint aux travaux, adjoint au sport et aux associations. Et donc, je pense que je suis pas mal formé. En plus, moi, je suis financier de formation et j'ai travaillé dans le public. Donc, bien sûr. Je sais ce que c'est qu'un appel d'offres et un marché public. Et donc, je pense que je suis bien formé pour redresser la ville du Raincy. Enfin, la ville du Raincy où tu habites depuis combien d'années maintenant? Alors, j'y habite depuis 80... qu'est-ce qu'on a
Ça devait être 83. 83 à aujourd'hui, ça fait quand même un bail déjà que tu es là-bas. Ça fait un peu plus de 40 ans. Voilà. Un peu plus de 40 ans. Et Et mes c'est une ville que tu enfants, connais j'ai 4 parfaitement. enfants qui ont fait Et je leurs sais que tu aimes études, beaucoup quoi. cette Voilà. ville-là. Et à chaque fois, tu me parles du Raincy comme c'était la quatrième merveille du monde. C'est Alors, bien. je suis pas comme ça. Moi, quand Ah, je je sais dis pas, quand tu me parles de Merci, bah, jamais t'as dénigré Raincy. c'est comme la France, Tu c'est n'as comme le jamais Racing. dénigré Raincy. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup, comment dire, ce à quoi j'appartiens. J'aime la Corrèze, j'aime le Racing, j'aime la France, mais je dis pas qu'on est plus ou meilleur que les autres. Je dis simplement qu'on est bien. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, dans les prochaines élections, on a des chances de te voir là? Ah oui, oui, je vais faire une liste, Tu vas faire ça une c'est liste. sûr. Bah écoutez les amis, vous avez entendu donc sur Radio TV Cardèche, Pierre-Marie Salle J'espère que qui j'ai va pas faire été une trop long. Hein. liste. On a dépassé de largement, mais c'est Ah. pas grave, c'était passionnant. C'était passionnant. Bah, merci.